On est sur Musicami avec Anaël et Camille. Et je me présente David. Charlotte Ginos-Lassic, je suis directrice de l'Orchestre français des jeunes et je suis ravie d'être sur Musicami. Salut à tous les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Musicami. Aujourd'hui, on a la chance d'être accueillis par l'auditorium de l'Opéra de Dijon à l'occasion de la résidence de l'Orchestre français des jeunes pendant toute la semaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'OFJ, l'Orchestre français des jeunes, c'est un orchestre national qui réunit les meilleurs jeunes musiciens de France pour des sessions de travail un peu partout en Europe. Aujourd'hui, j'ai rencontré deux musiciens de cet orchestre, Anaël, violoncelliste, et David, flûtiste. On a parlé de leur parcours, de leur vie au sein de l'OFJ, et bien sûr de cette résidence à l'auditorium de l'Opéra de Dijon. Et j'ai même eu la chance d'échanger avec la directrice de l'orchestre. Elle nous a expliqué comment se déroule la sélection des jeunes artistes chaque année. Elle nous a parlé de la résidence. Elle nous a même donné quelques tips pour tous les jeunes qui voudraient intégrer l'OFJ l'année prochaine. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner bien sûr à Musicami. Bonjour Jeanne. Bonjour Camille. Merci beaucoup de nous accueillir au sein de l'auditorium de l'Opéra de Dijon à l'occasion de la résidence de l'Orchestre français des jeunes. Bien, merci d'être là. En effet, on est ravis de pouvoir accueillir aussi l'Orchestre français des jeunes pour leur troisième résidence ici au sein de l'Opéra. C'est une résidence qui a lieu depuis plusieurs années et il faut savoir que l'Opéra de Dijon accueille de nombreuses productions tout au long de l'année, que ce soit des opéras, des concerts symphoniques, des concerts dédiés au jeune public, de la danse, cirque et magie, bref, beaucoup de genres et de styles différents. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la programmation. Et il y a aussi un pilier pour l'Opéra de Dijon qui est très important, c'est la formation des jeunes. Et donc cette résidence avec l'Orchestre français des jeunes a d'autant plus de sens pour permettre d'entretenir et transmettre toujours un peu plus ce qui se fait aujourd'hui, transmettre en fait l'histoire, transmettre la culture et transmettre aussi cet apprentissage de jouer ensemble. Et voilà, c'est une belle expérience. Fondamentale pour un musicien. Tout à fait, une belle expérience pour chaque musicien. Parfait, allons les découvrir. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter en quelques phrases pour qu'on sache un peu qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie? Je suis Charlotte Ginos-Lassic, je suis directrice générale de l'Orchestre français des jeunes, ce qui veut dire que c'est pas moi qui suis au plateau pour guider les jeunes, ça c'est la directrice musicale. Je suis musicologue à l'origine, je suis spécialisée dans les relations, j'étais spécialisée dans les relations entre musique et politique au XXe siècle, en particulier autour de deux époques qui sont l'Italie des années mussoliniennes, l'Italie fasciste, et l'URSS, en particulier à l'époque stalinienne. J'ai enseigné pendant longtemps au CNSMD de Lyon, j'ai travaillé avec plein d'orchestres et je suis maman de 2 enfants. Parfait. Et vous jouez de quel instrument? À l'origine, j'étais harpiste, mais moi, j'ai jamais voulu faire de l'art professionnellement. Okay. Ça a toujours été quelque chose de très clair de mon côté, que je n'étais pas faite pour être de ce côté-là du plateau, mais pour être de l'autre côté. Et j'aimais pas assez mon instrument pour vouloir en faire mon métier. Par contre, j'avais noté très jeune qu'il fallait beaucoup travailler et j'aimais pas particulièrement travailler mon instrument, et c'est un excellent critère de choix en fait quand on n'aime pas trop travailler son instrument mais qu'on aime la musique, c'est que sans doute on a d'autres choses à faire dans la musique que l'instrument proprement dit. J'aime bien cette vision. Ouais. Je me reconnais un peu là-dedans aussi. Surtout que c'est vrai que les musiciens professionnels jouent tellement longtemps par jour, travaillent tellement longtemps. Il y a une discipline, il n'y a pas de mystère. Alors tout le monde n'a pas acquis, on en parlait hier avec des musiciens, on se disait que personne, il y a parfois des musiciens qui disent qu'ils ne travaillent pas beaucoup, mais personne ne travaille pas beaucoup, tout le monde travaille beaucoup. C'est simplement qu'il y en a qui ont des méthodes de travail plus ou moins efficaces, mais c'est vraiment une question de méthode de travail et qui détermine le temps de travail. Mais chez moi, c'était ni une méthode ni du temps de travail. C'était plutôt que mes passions étaient vraiment dans l'à côté et surtout dans le fait de regarder et d'écouter les musiciens. Ça, c'était, j'ai toujours su que c'était là qu'était mon endroit en fait. D'accord. Et là, à l'instant, on a eu la chance de rencontrer deux musiciens de l'OFJ. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, vous qui êtes directrice de l'OFJ, comment ils sont arrivés là, ces jeunes, et tous les autres de l'orchestre d'ailleurs?
L'OFJ fonctionne avec un système d'audition. Donc, à partir de novembre, en général tout début novembre, on communique sur nos réseaux parce qu'on est un orchestre suivi par les jeunes. Donc, on a un usage à la fois du site internet, mais aussi des réseaux sociaux, avec notamment une grande prédilection pour Instagram, qui est un excellent moyen de communiquer avec votre génération. Et donc, on commence à annoncer les dates des auditions. À partir de fin novembre et jusqu'à la mi-décembre, ils s'inscrivent. Donc là, ils sont en train de s'inscrire. Et à partir de janvier et jusqu'en mars, on part sur un système d'audition qui est extrêmement particulier, qui est unique en France, je crois. C'est-à-dire qu'au lieu de convoquer tous les jeunes pour les écouter, nous, on se déplace. Et en janvier-février, on les écoute au plus près de là où ils habitent. Et donc, je vais commencer un tour de France qui est sans doute le moment le plus fatigant et mon moment préféré de l'année, qui est on va dans 9 villes en France, avec je suis jamais seule, il y a toujours un co-juré. Alors c'est jamais le même juré parce que je connais aucun professionnel qui a 2 mois de sa vie à consacrer à des auditions d'un orchestre qui n'est pas le sien. Mais donc on change. Ce sont des collègues dont je sais qu'ils ont une excellente oreille pour les cuivres, pour les bois, pour les cordes, enfin pour toutes les grandes familles de l'orchestre, pour les percussions, les harpes. Et donc, on va faire un tour de France. Et là, on va écouter des musiciens en nombre conséquent pendant une douzaine de minutes chacun. Ils vont arriver, ils auront préparé une pièce qu'ils jouent avec a cappella, c'est-à-dire juste avec leur instrument, sans accompagnement piano. Et après, ils vont préparer un certain nombre de traits d'orchestre qu'on leur a imposés. Et les traits d'orchestre, c'est des extraits très courts et très emblématiques du répertoire orchestral. Donc, par exemple, il y a des traits de Strauss, toutes les cordes les ont travaillés. Ce sont des traits vraiment qui sont... je prends souvent l'image de la littérature. En France, on connaît Les Misérables de Victor Hugo, Les Fables de La Fontaine, Les Fleurs du Mal. Et c'est un peu la même chose à l'orchestre. Et c'est très classiques. Exactement, il y a des classiques. Okay. C'est notre albatros, quoi. Le lièvre et la tortue. Enfin voilà, c'est ça nos traits. D'accord, ok. Et faire partie de l'OFJ, moi j'en entends toujours parler comme quelque chose d'unique et d'assez important dans la carrière, dans le lancement de carrière, par exemple, d'un jeune musicien. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que c'est un moment aussi unique, enfin quelque chose d'aussi important? Alors, je pense que c'est pas tout à fait propre à l'OFJ. Je pense que quand on a 20 ans, les expériences de formation qu'on fait, ce sont des expériences fondatrices. Moi, j'ai pas fait l'OFJ, mais je me souviens des expériences que j'ai eues à 20 ans, les expériences importantes. Elles constituent derrière l'ossature avec laquelle on va construire notre vie professionnelle. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à l'âge des musiciens et il ne faut pas qu'on soit non plus trop content de nous-mêmes. C'est vraiment lié à cette idée, je crois vraiment que le seuil entre l'adolescence et l'âge adulte est un seuil à proprement parler. Et l'OFJ est dans la musique d'orchestre, c'est l'un des passages. Voilà, donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'à l'OFJ, il y a une grande différence avec un orchestre pro ou un orchestre de conservatoire, c'est qu'ils ne se connaissent pas et qu'ils vont apprendre à devenir un orchestre. Et c'est vertigineux, en fait. Ça peut sembler complètement ballot, mais c'est complètement vertigineux. Vous ne vous connaissez pas. Ils arrivent et ils le disent eux-mêmes, ceux qui l'ont fait. Il y a toujours une chose qui revient, ceux qui le font pendant plusieurs années, ils disent toujours... La première année, j'étais perdu. Et quand on leur a posé la question sur ce qu'ils aimaient dans la brochure, ils nous ont dit le trombinoscope. C'est comme ça, on repère les noms, les visages. Vraiment, en fait, ça reflète toute la France, toute la diversité des établissements. Et donc, ils ne se connaissent pas. Et ils vont devoir apprendre à construire un son commun. Mais c'est hyper dur, ça prend des années. Et nous, à l'OFJ, on le fait de façon électrique, intensive. Et enfin, il y a la question des tournées. Il y a encore 2 aspects. La question du répertoire et les artistes avec lesquels on travaille ce répertoire, le fait de travailler des œuvres qui sont des œuvres d'une vie, la fameuse grammaire, nos fameuses fables de La Fontaine. Quand vous travaillez le concerto pour orchestre de Bartók, la symphonie fantastique de Berlioz, vous travaillez des œuvres qui sont des chefs-d'œuvre parce que vous pouvez y revenir plusieurs fois, vous y découvrirez toujours. Vous la découvrez à 20 ans, vous y revenez à 40 ans, vous y revenez à 60 ou à 80, vous n'en aurez pas la même lecture. C'est en ça que ce sont des chefs-d'œuvre, pour moi. Voilà. Et donc, ils vont travailler ça sous la direction de chefs et de solistes qui sont des gens émérites, qui ont une bienveillance et une vision professionnelle. Et donc, c'est très fort. Et enfin, il y a la question des tournées, parce qu'à la fin de l'été, mais aussi l'hiver,
et ben, on fait nos valises et on va jouer dans plein de salles différentes. Et à chaque fois, c'est l'émotion du concert, l'émotion d'un public, et ce sont des émotions extrêmement intenses et fortes. Je crois que c'est ça l'OFJ. Waouh, c'est impressionnant. Oui, dit comme ça, oui. C'est plein d'autres choses, hein, moins impressionnantes. Et justement, par rapport à toutes ces salles que vous visitez ici, où vous jouez, ici on est à l'Opéra, à Oui. l'Auditorium de Dijon. Vous faites une résidence depuis plusieurs années, toujours à la même période. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire de ce partenariat, de cette résidence ? En 2022, l'Orchestre français des jeunes n'avait plus de résidence. Il était sans domicile de résidence. La Saline Royale d'Arquessenan avait envie d'accueillir un orchestre. Et donc, on s'est rencontrés. Mais dans l'histoire de l'OFJ, on n'est jamais accueilli à un seul endroit. On est accueilli en région. Et d'ailleurs, la région Bourgogne-Franche-Comté contribue financièrement à cette résidence. Et à cette époque-là, donc, on a réfléchi au lieu. Dijon s'est imposé très naturellement. On a été voir Bruno Amar, directeur général exécutif de l'Opéra de Dijon. Et Bruno Amar connaissait l'Orchestre français des jeunes qu'il avait entendu. Et il avait un présupposé hyper positif. Et il s'est tout de suite dit, mais oui, pour accueillir l'orchestre, mais dans le même temps, on s'est tout de suite dit, qu'est-ce qu'on fabrique à partir de cette résidence ? Parce que une résidence d'orchestre, ça peut pas être juste être sur un plateau, bénéficier d'un plateau et bénéficier des murs, d'une infrastructure, d'une équipe. La question qu'on s'est posée, c'est comment faire en sorte que cette résidence bénéficie à la ville de Dijon dans sa globalité. Et donc, on s'est tout de suite posé des questions de musique de chambre hors les murs, résidence un peu plus longue, projet qu'on n'arrivait pas à monter ailleurs. Et en gros, de se dire que la résidence à Dijon était une opportunité pour l'OFJ, mais devait être une opportunité pour Dijon et la métropole. Ok, oui, c'est quelque chose de très régional. C'est global. Okay. Moi, c'est mon credo. Alors, c'est le credo en tout cas qu'on porte en équipe à l'OFJ. Je pense qu'un concert, c'est évidemment ce vers quoi on travaille, c'est le début et la fin de ce vers quoi les musiciens travaillent. Mais un concert ne peut jamais être seulement un concert. Il doit être accompagné de toute une série d'actions. Le musicien ou la musicienne d'orchestre, c'est pas seulement des gens qui sont au pupitre. Ce sont des gens qui transmettent la musique sous plein de formes différentes. Et il faut que l'OFJ mette ça en œuvre concrètement. Et donc, accueillir des scolaires, ouvrir l'orchestre à des enfants qui vont être atteints de troubles autistiques ou qui sont malentendants, aller dans des EHPAD, avoir un groupe qui va être sur une durée plus longue et qui va pouvoir se produire dans plein de contextes de médiation, rencontrer les étudiants, rencontrer le mécénat. En gros, que l'OFJ soit au contact avec tous les publics dans leur immense diversité. On oublie souvent qu'en fait, les publics d'une maison de culture, quelle qu'elle soit, que ce soit du théâtre, que ce soit de l'opéra, que ce soit un auditorium, c'est des publics très divers. Le public de la salle de concert n'est qu'une partie de ces publics-là. Et l'OFJ, en fait, s'adresse à ces publics-là lors de sa résidence. Oui, d'accord. Et avant, donc c'est depuis 2022, cette résidence à Dijon ? On a commencé en 2023. On l'a montée en 22 pour 23. Ok. Et avant, vous étiez déjà venu jouer à l'auditorium ? Pas du tout. Je ne crois pas. Mais si, mais quelle bêtise, pardon. Alors là, j'étais en train de réfléchir aux Hauts-de-France. On n'était pas venu jouer à l'auditorium de Dijon pendant qu'on était dans les Hauts-de-France, qui est notre résidence d'avant, mais avant, on n'avait pas joué à l'auditorium de Dijon. On était en résidence à Dijon. On a été en résidence à Dijon pendant 10 ans. D'accord. Voilà, mais je n'étais pas encore directrice, mais en fait, on a un lien très fort et on a un lien très fort avec la Bourgogne, puisque la toute première résidence de l'orchestre en 1982, c'était la Saline. Donc il y a une histoire de cet orchestre avec cette région. D'accord. Et pour finir, est-ce que vous auriez un conseil, ou plusieurs conseils, à donner à un jeune artiste qui voudrait intégrer l'OFJ, par exemple l'année prochaine ? Il y en a peut-être qui nous écoutent d'ailleurs, ça pourra leur servir. 2 conseils. Préparez bien vos traits, parce que c'est ça qui compte le plus. Ne surestimez pas la terreur que vous inflige le jury. Dites-vous qu'on a été à votre place avant vous. Et mon 2e conseil, il y a une actrice qui s'appelle Marina Hans qui dit que j'aime beaucoup, qui est à la Comédie Française, et elle dit que la vocation, c'est la capacité à se relever de ses échecs. C'est pas parce que vous rentrez pas la première année que vous ne rentrez pas à l'OFJ. Ne laissez jamais les échecs vous détourner de la place que vous estimez être la vôtre. Vous verrez, à un moment donné, ça va marcher. Comme nous ont dit Anaël et David tout à l'heure
Ils ont parlé de vous d'ailleurs, en disant En oui, mal. que vous aviez ce conseil-là, la Ouais. persévérance. Ouais, mais C'est fondamental. c'est ce qui fait qu'on fait ce métier ou pas, la persévérance. Je le Mhm. crois vraiment. La force de travail, mais ça, à ce niveau-là, tout le monde a cette force de travail. Mais par contre, on ne dit pas assez qu'il faut aller au-delà des échecs, parce que les échecs sont tellement durs, parce qu'il y a tellement de temps de travail, tellement d'amour, d'ambition, de projets familiaux, de gens qui portent. Enfin, c'est pas facile d'échouer une fois, 2 fois, 3 fois. Je dis pas qu'on doit échouer 3 fois pour rentrer à l'OFJ. Il y a des gens qui l'ont. Mais la première année, notre corps solo, eh ben, il avait fait 6 fois l'OFJ. Et ben, la 6e fois, il est rentré corps solo. D'accord. Voilà. Mais c'est plus global que ça. Je pense qu'il Mhm. faut savoir dire que quand on vous dit non, c'est pas qu'on vous a dit non, c'est qu'on vous a pas encore dit oui. Mais ça vaut pour les examens, pas pour le reste. Si je peux me permettre. Le consentement, ça compte. Mais pour soi-même, sur la Oui. question Ok. des échecs pédagogiques, croyez en votre place. C'est un beau mot de la fin. Merci. Merci beaucoup Charlotte. À Merci bientôt. à vous. J'écouterai le podcast. du Ah coup. bah oui. Merci Anaël et David de m'accorder ce temps pendant votre résidence à Dijon. C'est très gentil. Avec plaisir. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter chacun votre tour en nous disant un petit peu votre parcours, comment vous êtes arrivé à l'OFJ surtout parce que ça nous intéresse, et voilà un petit peu votre vie, tout ça. Vas-y Anaël, je t'en prie. Alors du coup, moi je viens du sud de la France, de près de Toulon, puis j'ai étudié à Aix-en-Provence. Et voilà, j'ai commencé le violoncelle là-bas, et maintenant je fais mes études au Conservatoire Royal de La Haye, aux Pays-Bas. Du coup, D'accord. voilà. Ok. Et du coup, c'est d'autant plus un plaisir de revenir en France pour l'Orchestre français des jeunes cette année. D'accord. Et comment tu t'es retrouvée à l'orchestre? J'en ai beaucoup entendu parler lors de mes études à Aix-en-Provence, et puis c'était vraiment un rêve d'y participer. Donc j'ai passé les auditions une année, puis ensuite, j'ai pas été acceptée la première année, j'ai été la seconde. Donc c'était vraiment une grande joie, et maintenant de pouvoir partager cette aventure pendant une année et différentes sessions aussi, toutes plus riches les unes que les autres. C'était vraiment, Trop bien. vraiment super. Ok. Et toi David, du coup? Ben, je viens aussi du sud de la France, comme Annelle, près d'Aix-en-Provence. Je commençais à Fuveau. Et après, je suis allé aussi au même conservatoire, à Aix. Ok. Et cette année aussi, j'ai changé d'école. Je suis parti en Allemagne, à Leipzig, pour poursuivre les études dans le supérieur. Et puis, comme Annelle, j'ai essayé une première fois l'OFJ, sans succès malheureusement. Et puis la deuxième fois, ça a fonctionné. C'est d'ailleurs un point assez important dans le fonctionnement de l'OFJ. Souvent, Charlotte, elle nous en parle pendant les auditions ou après les auditions. Elle nous explique que c'est la clé en fait dans chaque concours, pas qu'à l'OFJ, Ok. la persévérance. Ouais. Et pas que Charlotte, même, c'est arrivé que pendant des tables rondes, des ateliers à l'OFJ, il y a des coachs, donc c'est les professionnels qui nous encadrent pendant le stage, Ok. qui nous expliquent, leur racontent leur expérience et ils nous expliquent qu'en fait, ils ont été obligés dans leur parcours de passer par souvent beaucoup de concours avant d'y arriver pour se familiariser avec la chose, parce que c'est pas facile. Ouais. Ça c'est sûr. Ah. Ouais. Et donc du coup pour rentrer, vous avez candidaté et après vous avez eu des 2 auditions avec plusieurs tours ou ça se Ouais, passe comment? c'est ça, il y a 2 Ouais. tours en fait. Ok. Un premier tour qui a lieu dans différentes villes de France, et le second tour qui a lieu à Paris, Ok. voilà, en France. Et du coup, c'est chouette parce que ça permet aussi, après dans l'orchestre, il y a des personnes qui viennent de la France entière. Ouais. Et ça fait vraiment une identité très particulière, quoi. C'est vrai que c'est sympa. Ouais. Et du coup, en plus, vous êtes tous dans des conservatoires hyper variés, parce que là, Pays-Bas, Ouais. Allemagne, C'est vrai que là en particulier, fait. du coup, on étudie à l'étranger, mais bon, il y a aussi plein de personnes qui étudient en France, Ok. en Suisse, mais même ailleurs. Ok. Et d'ailleurs, il n'y a pas seulement, on n'a pas que des étudiants qui viennent de conservatoires français qui rentrent à l'orchestre. Il y en a qui sont entrés dans l'orchestre, mais qui étudient aussi à l'étranger. Par exemple, un percussionniste qui étudie en Suisse et qui a passé le concours et qui est rentré à l'Orchestre français des jeunes. D'accord. Il Ok, n'était ça, pas je dans savais un établissement français, ouais. C'est possible aussi. Ok. Mhm. Et donc après, dans l'année, une fois que vous êtes accepté, donc c'est pour 1 an. Ouais. Et après, vous faites des sessions ou c'est Ouais. toute l'année, tout le temps? Ouais, c'est ça, c'est par session. Ok. On a les 2 sessions principales, c'est la session d'été qui a lieu pendant 1 mois,
et la session d'hiver qui a lieu en ce moment pendant une dizaine de jours. Et après, il y a d'autres sessions sur lesquelles on est affecté, on est répartis. La session classique, où là, on aborde un répertoire du coup de la période classique, ou avec on va dire des coachs qui nous amènent dans cette direction-là. Et c'est aussi beaucoup d'apprentissage sur ce style. Donc c'est qu'on a fait tous les deux. Et après, comme autre session, Il y a la session lyrique. D'accord. Par exemple, l'an dernier, justement, ça se passait ici à l'Opéra de Dijon. C'était aussi avec notre actuel chef d'orchestre, Christina Posca. Et cette année, ce sera une session, ça s'appelle Adams-Beethoven, parce qu'on va jouer du Beethoven et du John Adams. Et ça se passera pour le coup à Paris. D'accord, Voilà. ok. Et ça tourne un peu. Oui. Et donc ça fait plusieurs années que vous venez à Dijon, l'Orchestre Français des Jeunes. Donc, du coup, vous y étiez pas l'année dernière, c'est ça? Non. Ouais, c'est ça. Vous, c'est votre première année. Ouais. On peut faire plusieurs années ou... oui, il faut représenter le concours, Ok. mais on peut. Faut pas oublier de s'inscrire. Mais... Ouais. Ok. Et donc, ça fait plusieurs années qu'il y a ce partenariat, enfin cette résidence à l'auditorium. Là, vous travaillez à un programme, on voit sur l'affiche chez Razad. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà joué auparavant, ou quand vous arrivez pour une semaine à Dijon comme ça, vous découvrez tout d'un coup, vous travaillez tout puis concert? Ce qui est bien, c'est qu'en fait, pendant cette session d'hiver, donc la deuxième et dernière session obligatoire de l'OFJ, on reprend du répertoire qu'on a déjà vu pendant la session d'été. Ok. Donc là, chez Razad, en l'occurrence, on l'a déjà travaillé Ouais. bien, de fond en comble. C'est vraiment une expérience super intéressante. Enfin, moi, j'ai adoré arriver hier et reprendre la pièce tous ensemble et voir comment aussi une pièce en orchestre évolue après, du coup, plusieurs mois de pause. Et c'est très différent que quand on est seul avec une pièce à essayer de voir comment ça va réagir. Et là, en orchestre, il y a encore cette dynamique de collectif qui est vraiment passionnante et où on voit chacun, on a finalement pendant quelques mois quand même progressé individuellement et après, ça se ressent aussi dans le groupe, comment une pièce a pu maturer pendant un temps où on l'a pas joué. Ouais, ça c'est chouette. Et ce qui est intéressant dans les orchestres de jeunes, c'est qu'on est vraiment plongé pendant ces sessions. C'est à temps plein, on fait des répétitions le matin, l'après-midi, on est tout le temps tous ensemble. Il y a cette émulation, on se rencontre, on partage vraiment la vie sur cet instant tous ensemble. Et c'est du travail vraiment de détail, de précision. Je ne sais pas encore, personnellement, j'ai pas eu encore d'expérience, par exemple, avec des académies dans des orchestres professionnels, mais c'est quand même un avant-goût de cette vie professionnelle. Et c'est ça qui est super intéressant dans ces expériences-là, dans ces opportunités d'orchestre de jeunes qu'on ne peut pas vivre autre part. C'est-à-dire qu'on est à 100% concentré sur des programmes pendant un temps. Et du coup, après, par exemple, quand on change de session, qu'on revient là en hiver, aujourd'hui à Dijon, tout le travail qui a été fait, on retrouve, avec les nouveaux filages et les nouveaux outils, on retrouve ce qu'on a déjà travaillé. Mais effectivement, il y a eu cette évolution entre-temps. Ça a mûri et on peut... Charlotte, elle disait... quand on s'est retrouvés au début de la session, elle disait que cette session d'hiver à l'Opéra de Dijon, elle la voyait un peu comme la récompense, comme un peu, j'ai envie de dire, je dirais comme la cerise sur le gâteau. Je pense qu'en fait, c'est un petit peu un accomplissement où on vient perfectionner, on vient un petit peu mettre le point final à la fin parce qu'on a vécu un été très intense avec beaucoup de concerts, 2 programmes différents. Et là, on a l'impression de retrouver... il y a aussi toute une vie en collectif qui va autour, tous les voyages, où on apprend sur tous les plans ce métier d'orchestre. Et donc, du coup, se retrouver, on a l'impression de retrouver une famille. Et c'est ça, l'orchestre aussi, c'est vivre en collectif. Alors que la plupart de notre temps, en tant qu'étudiant en musique, on est dans un studio seul à travailler notre instrument. Donc, il y a cet aspect collectif qui est fort. Ouais. Et là, tu nous disais que vous répétez énormément, logique, toute la journée, tout ça. Mais est-ce que vous avez aussi des temps off, un peu, vous allez visiter la ville où vous êtes, des trucs comme ça Oui, bien sûr, il nous laisse... ça a évolué au fil des années, justement, en fonction des besoins, de ce qui a été demandé et entendu, par exemple, lors des commissions. Mais effectivement, on a des après-midi, des journées, des matinées off, où là, on peut prendre du temps pour nous, se reposer, se ressourcer, faire un tour en ville, et aussi profiter des copains, des amis qu'on a rencontrés à l'orchestre. Donc, c'est bien équilibré. Ouais, c'est trop chouette ça. Ok. C'est vrai que ça doit être épuisant, non? Toutes les répètes. Ouais, c'est vraiment le mot, c'est intense. Ouais, intense. Mais ouais. C'est intense parce que, surtout, avec notre chef d'orchestre, par exemple, avec qui on travaille, on est obligé de faire c'est tout le temps dans le détail, rien n'est laissé à côté. C'est vraiment professionnel. Donc, on est tout le temps obligé de se donner à 100%. Donc, effectivement, les répétitions sont épuisantes, mais on voit le résultat et c'est
gratifiant. C'est ça. Puis tout ce travail de micro-détails, il vient après un aboutissement dans le concert. Et c'est toujours... le concert, c'est un moment où on doit être extrêmement concentré. Et c'est aussi travailler ça. Enfin, j'ai vraiment vécu comme ça pendant l'été, où on voyage, donc on se sent un peu dispersé, etc. Puis après, au moment du concert, on se retrouve tous sur la même scène. On est tous là et on doit tout donner. Et quoi qu'il se soit passé, si on a dormi, si on n'a pas dormi, faut être là. Faut être là, voilà. Ouais, ok. Ouais. Et là, du coup, la résidence, elle dure à peu près une semaine à Dijon. Enfin, une petite semaine. Et samedi, donc dimanche, vous faites le concert final. Et samedi, vous avez un concert commenté. Qu'est-ce que ça vous apporte en tant qu'artiste de différent d'avoir un concert commenté? Enfin, est-ce que ça vous apporte quelque chose de différent qu'un concert classique? Je pense que ça apporte beaucoup. C'est toujours très intéressant d'avoir l'avis d'une personne qui a fait des recherches sur l'œuvre, qui a un petit peu creusé la question, justement pour se questionner sur quel est le sens potentiel de l'œuvre, qu'est-ce qu'a potentiellement voulu dire le compositeur en écrivant cette œuvre-là. Par exemple, pour Scheherazade, on a eu un atelier avec Charlotte qui nous expliquait l'histoire un petit peu de l'œuvre. Donc ça sera expliqué au prochain concert. Ouais, ça permet Mais au public d'avoir également au public. ça, une connaissance de l'œuvre qui permet de l'écouter autrement aussi, des fois. Puis je pense que même pour nous, ce sera intéressant. Ouais, tout à fait. Ça peut paraître peut-être une connaissance et une nouvelle connexion avec l'œuvre. Parce que c'est vrai que des fois, on va au concert, mais je pense que pas mal de gens, personnellement, se retrouvent assez perdus parce qu'on n'a pas trop de repères, alors que c'est vrai qu'avec des explications, ça permet de se raccrocher à quelque chose et peut-être de plus apprécier l'œuvre, finalement. Ouais. Parce que du coup, ça se passe comment? Vous jouez une pièce, ensuite quelqu'un explique, ensuite vous en jouez une autre. C'est comme ça s'alterne ou... Alors ce format-là, on l'a jamais fait Pour l'instant, en ça a orchestre. encore jamais été fait. Mais ce qu'on a fait, c'est en musique de chambre, Ouais. où il y a aussi des projets en musique de chambre au sein de l'OFJ. Et ça, c'est très riche aussi, parce que c'est un peu comme si on était un orchestre miniature qui se téléporte, et c'est beaucoup plus... Enfin, c'est plus facile du coup d'aller au contact des gens et d'avoir cette dimension de partage, alors que c'est très différent que de la version où on est sur la scène et où il y a cette dualité entre le public et l'orchestre. Alors que là, on est plus dans un partage où les gens peuvent poser des questions aussi. D'accord, parce que vous faites aussi des concerts du coup de musique de chambre? Ouais, dans différents lieux. Ouais. Okay. Par exemple, à la dernière session, la session classique, donc qui était dirigée par Amandine Beyer, c'était notre chef d'orchestre au violon, elle jouait avec nous. Okay. On a été amené à faire de la musique de chambre et donc aussi de la médiation. Et ça rejoint donc ce qu'on disait par rapport aux concerts commentés. C'était des petits concerts où on expliquait effectivement, par exemple, entre les mouvements, ou alors en début d'œuvre, ou alors à la fin de l'œuvre. On expliquait un petit peu, par exemple, déjà qui était le compositeur, ce qu'il écrivait en général, comment il l'écrivait. On expliquait nos instruments, par exemple, quand il y avait des enfants dans le public, ou même des personnes âgées qui étaient intéressées par la question. C'était un peu des mini-concerts commentés. Ok. Voilà. Et donc cette expérience, vous êtes en plein dedans là, vous n'avez pas encore terminé, mais ça vous donne envie d'être musicien d'orchestre? Enfin, ça doit vous aider dans votre réflexion, ça c'est sûr. Mais du coup, vous, c'est ça que vous voulez faire? Ou vous êtes plus enseignement, plus justement dans la médiation ou c'est comme ça? Alors moi, pour ma part, je ne sais pas encore exactement ce vers quoi je veux me diriger, mais justement, en ça, faire l'OFJ, c'est extrêmement riche parce que on découvre plein aussi de côtés de la vie de musicien. Évidemment, l'orchestre, qui moi me parle énormément aussi, et aussi différents types de comment c'est être musicien d'orchestre, par aussi des tables rondes qu'on a, puis les coachs qu'on a en session qui ont été différents pendant la session la session d'été que la session classique. Donc par exemple des musiciens intermittents ou alors des musiciens en poste dans un orchestre, différents types de postes dans un orchestre, et on peut voir ce qui nous appelle le plus. Ok. Et personnellement, avant de faire l'OFJ, je savais déjà que ça me plaisait. J'avais déjà fait des stages d'orchestre, toi aussi d'ailleurs, avec l'OJM. Donc personnellement, j'ai déjà vu cet avant-goût et je sais que j'aime ça. Mais c'est vrai que le refaire et être encore dans le vif du sujet, ça permet d'affiner exactement ce qu'on aime, ce qu'on apprécie, ce qu'on aime un peu moins. Parce qu'il y a aussi l'envers du décor. Ce qui est bien à l'OFJ, c'est qu'on a la chance d'être encadré par des équipes techniques, la régie, équipe d'administration, équipe de communication. Enfin, il y a toute une organisation autour. Et sans ça, ce serait impossible. Parce que c'est très difficile à organiser. Il faut gérer 120 musiciens. Il y a tous les déplacements à faire. En Allemagne, par exemple, c'est l'aventure. Okay.
Ça sent les anecdotes. Ouais, voilà, plein d'anecdotes à ce sujet-là, mais bon. Ouais, mais 9 heures de train de suite. Ah oui, ok. Ouais, Intense. c'est intense. Non, moi, ça a changé mon rapport au transport. Mais c'est pour ça que c'est clair qu'au sein de ces expériences-là, on peut vraiment profiter de ces moments qui nous sont offerts pour expérimenter, tester et savoir ce qui nous fait vibrer, ce qu'on aime vraiment pour la vie professionnelle future, pour un vrai. C'est beau. Et ok, alors il me reste plus que 2 questions pour vous. On l'a déjà un petit peu abordé, mais qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait d'être à l'OFJ? Bonne question. Attends, il y a plusieurs choses, hein. Pas forcément qu'une. Bah, je sais que personnellement, avant de venir à cette session, j'étais trop content de déjà retrouver tous les copains. Genre quand c'est fait, qu'on a rencontré en été. Genre même je me reprenais des fois dans mon studio de travail en Allemagne à me mettre à rire tout seul, genre juste en pensant aux potes, tu sais, parce que on a eu tellement de délire, il s'est passé tellement de choses que t'es trop content après quand tu retrouves tout le monde. Là, hier soir, on s'est tous retrouvés au restaurant et c'était un moment, ça fait vachement bien, quoi, tu vois. Donc déjà ça, et après de retrouver le son de l'orchestre, de retrouver la façon dont dirige la chef d'orchestre, les morceaux, les ambiances qu'il y a dans chaque morceau. C'est des sensations qui reviennent et qu'on veut encore développer, creuser, chercher. Donc c'est passionnant, quoi. Oui, donc il y a l'aspect convivial qui est très fort, Ouais. et puis forcément l'aspect d'artiste aussi. C'est ça, ouais. Ok. Ouais, moi, ça revient un peu à ça aussi, cette dimension de retrouver le collectif et de faire quelque chose tous ensemble, qui est quand même assez incroyable parce que on est 90 à aller dans une même direction et c'est quand même rare d'avoir une telle opportunité, enfin, si on voit l'orchestre comme ça. Et cette question du son aussi, moi j'aime beaucoup, enfin aussi de voir comment on évolue dans le son de l'orchestre et dans comment on se situe, nous, dans l'orchestre, enfin, c'est surtout des problématiques et des questions qui sont hyper intéressantes. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Ok. Ça donne un peu envie de venir, hein. Les inscriptions sont ouvertes. Ok, très bien. Et pour finir, est-ce que vous avez une anecdote que vous voulez nous raconter, que vous avez pu vivre à l'OFJ? Je sens qu'il y en a du côté de David. Bon, c'est pas une anecdote très musicale, malheureusement. Mais vas-y. il se trouve que pendant la session d'été, on était logés donc, dans un internat à Mouchard, pas très loin du lieu de résidence où on travaillait avant les concerts et les tournées. Okay. Et donc on avait des machines à laver pour tous les musiciens sur l'orchestre, avec des plannings, des emplois du temps, il fallait s'inscrire pour faire ces machines. Et il se trouve qu'un matin, il fallait aussi avoir des horaires pour récupérer le linge, pour que ça tourne en fait et que chacun puisse réutiliser après la machine. Okay. Et donc un matin, je m'étais dévoué pour aller chercher le linge, mon linge et le linge d'un ami dans ma chambre, Cédric. Et le problème, c'est qu'après, en rangeant les affaires, j'ai rangé aussi son linge dans mes armoires. Okay. Et il s'est retrouvé du coup sans vêtements la semaine qui a suivi. Impossible de retrouver ses vêtements. Et en fait, tout était dans mon armoire. Et un jour, par hasard, il trouve une de ses chaussettes dans mon armoire. Et là, il se rend compte que tous ses caleçons, ses chaussettes, ses t-shirts, tout était chez moi, quoi. Donc, il a vidé toute mon armoire et il a retrouvé toutes ses affaires. Et puis voilà. Ok, t'as volé mais sans faire exprès, donc ça va. Voilà, c'était pas voulu. Oui, ça c'est les aléas du collectif. Voilà, mais c'est ce qui fait aussi des bons souvenirs et ce qui donne envie après de retrouver les autres. Ouais, c'est sympa. Voilà. Et Anaëlle, est-ce que t'as une petite anecdote Je sais pas, je suis en train de réfléchir. Il y en a beaucoup, mais ouais, je repense quand même au voyage qu'on a dû faire entre la côte Saint-André et Santander en Espagne, où on a fait un très très long voyage en bus et c'était assez exceptionnel Enfin, il y a à la fois ce côté où c'est extrêmement fatigant et le côt où c'est une aventure qu'on vit tous ensemble qui est quand même... Donc il y a les deux côtés et après on arrive et on fait un concert ensemble. Et ça, le fait de voyager ensemble, et donc c'est pas une anecdote en particulier, mais le fait de faire toute l'aventure ensemble et après de jouer ensemble, on se rend compte que le côté humain, il participe après à comment on se sent dans l'orchestre sur le plan musical. Enfin, ça, mais c'est vrai qu'on dit souvent que finalement les musiciens qui se connaissent jouent mieux ensemble, quoi. Enfin, il y a un truc où... Ouais. Donc il faut faire des longs voyages. Peut-être une nécessité. Ah, il y a une anecdote intéressante. Pour ceux qui viennent écouter à Paris le concert à la Philharmonie le 8 décembre, ou ceux qui hésitent mais qui ne savent pas, venez. Parce qu'il y aura le descendant de Shostakovich qui viendra écouter le concert. D'accord. Il se trouve qu'on va jouer justement, Alexandre Tarot va jouer avec l'orchestre le concerto numéro 2 de Shostakovich. Ouais, incroyable. Voilà, pour piano.
Et c'est Alexandre Donc, Tarot qui nous avait dit ça lors d'une table ronde. Voilà, c'est ça, Ah, c'est sympa. Ouais. Ouais, et puis ça vous permet de rencontrer en plus des artistes incroyables. tout à fait. Ok. Bon, bah, trop bien. David et Anaël, merci beaucoup. Merci. Au Avec plaisir. plaisir. Puis bonne suite dans l'orchestre, du coup. Hein. Yes, merci beaucoup. Ouais.